Et nous sommes aujourd'hui donc heureux d'accueillir Nicolas Dubreuil qui va nous parler donc de manager donc en incertitude à travers des expériences en milieu hostile, quelquefois difficiles. Et donc, il va pouvoir nous livrer quelques histoires sur ce qu'il a pu vivre et comment donc il est arrivé donc à manager des équipes en ces périodes, donc en ces situations hostiles, difficiles, où les gens bien sûr pouvaient risquer leur vie. Alors Nicolas, c'est à 18 ans que tu vis ta première expérience d'aventurier aux côtés d'un ami de la famille, un explorateur polaire. Pendant 2 mois, tu es initié à la dure et aux règles de survie en milieu hostile et sauvage. Tu partiras de la côte ouest du Canada, de Port McNeill, pour rejoindre l'Alaska. Et pour parfaire ton apprentissage, tu rentreras seul d'Alaska. Tu es déjà contaminé à ce moment-là par le virus de l'aventure. Tu continues ensuite ta vie d'étudiant et en 1995, tu accomplis un raid en ski en Suède, puis en Alaska où tu découvres la mission de l'Arctique, du grand froid, de l'immensité et de la glace. En 1996, tu deviens guide pour l'agence Grand Nord, Grand Large, spécialisée dans les voyages polaires, tout en restant maître de conférences en informatique. C'est au cours d'une expédition au Groenland que tu te passionnes pour ce pays singulier. Tu y retournes régulièrement, rencontre peu à peu autochtones et apprends le grand sur les bancs de l'école avec tes enfants. En février 2001, lors d'une aventure sur la côte nord du Groenland, près d'Upernavik, la glace cède, tu tombes à l'eau à moins de degrés. Gelé, les mains blessées par une quart de ski, tu parviens à te hisser hors de l'eau, secouru par 2 Groenlandais qui ont assisté à la scène, tu es emmené au prochain village. En route, la glace cède encore, tu retombes. Véritable miraculé, tu t'en sors avec, pour séquelles, une insensibilité au niveau de la tranche des mains. Connu par la radio comme celui qui est tombé 2 fois à l'eau et y a survécu, cet accident t'ouvre les portes du Groenland. Super, merci. Bon, waouh, c'est impressionnant. Vous savez tout de moi. Bonjour à tous. D'abord, c'est vraiment super sympa de vous être connectés pour un petit peu écouter ce dont je vais vous parler. C'est résumé ce parcours de vie. Ce qui est pour moi important, ce dont je vais vous parler rapidement, c'est qu'effectivement, moi je suis parti au tout départ, j'ai effectivement vécu ces aventures. Je suis parti, j'avais 18 ans la première fois, avec des conditions un peu difficiles, mais en même temps j'ai continué cette espèce de carrière. Donc, j'étais chercheur en informatique, donc maître de conférences en informatique, donc dans un monde de certitude. Je veux dire, là on est fonctionnaire. La vie, elle est relax. Hein. On ne pense pas à grand-chose. On ne se dit pas qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et c'est vrai que cet événement en 2001, moi, a bouleversé ma vie. Alors, c'est plus que cet événement, et c'est aussi cette rencontre avec le peuple groenlandais, cette rencontre avec l'Arctique. Moi, j'étais parti avec une vision des expéditions polaires très européenne, je vais dire, hein, très occidentale, c'est-à-dire, voilà, on prévoit tout au gramme près, on calcule sa nourriture, j'ai besoin de tant de kilocalories, donc je prends tant de grammes de ceci, tant de grammes de cela, etc. Et en me connectant avec les populations autochtones, les populations locales, je me suis pris une claque phénoménale. Et tout d'un coup, ouais, une autre façon de penser. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de frappant. Imara, peut-être, Nalwara, je ne sais pas, Asuki, je ne sais pas faire. Voilà, c'est troublant de rencontrer ces gens-là. Là, vous voyez, un extrêmement expérimenté, ce sont des experts de la zone, mais à chaque fois qu'ils ponctuent leur phrase par peut-être. J'ai appris le groenlandais, dans le groenlandais, il y a deux futurs. Et en fait, il y a un futur qui a été créé, une espèce de futur un peu comme notre futur à nous, qui est un futur certain, qui est plus un futur, on va dire, littéraire, qu'on n'emploie pas du tout dans les mots couramment. En couramment, ce qu'on emploie, c'est un futur qui est un futur conditionnel, c'est-à-dire permanent. C'est-à-dire, on dit qu'on va faire ça, mais on ne sait jamais, puisque eux, leur adage, c'est un très célèbre proverbe groenlandais qui dit « Silar swark sikushu kissiminagalavor », qu'on cite en permanence, et qui est « Seul le temps et la glace sont maîtres ». Mais là, dans les régions polaires, c'est exacerbé, c'est-à-dire que la météo, la glace
eh bien, fait que voilà, on est bercé par cette incertitude. Alors évidemment, bah, l'homme, comme tout être humain, a besoin de se rassurer, et c'est pour ça que toutes ces populations bah, sont animistes, parce que pour se rassurer dans cette période, dans ce monde d'incertitude, on ne sait pas. Voilà, c'est cette gestion de l'incertitude au quotidien, le rapport de ces chasseurs avec leur environnement, la glace, là, sur cette une façon de gérer les choses qui, moi, occidental, gérer mes expéditions, bah, c'était tout prévoir, absolument tout étudier, la moindre chose, et puis parfois voilà, là, je suis face à la banquise, est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Et les réflexions, alors on vous a dit tellement de choses, hein, certainement vous avez ceux qui sont passionnés par les expéditions polaires, on vous a dit ouais, on peut étudier l'épaisseur de la glace en fonction de la lumière, de la couleur, etc. Non, c'est faux, tout est archi faux. On peut rien étudier, on peut rien prévoir du tout. On n'a pas de temps, hein, vous savez, les journées sont très rythmées, on marche 50 minutes, 55 minutes, on s'arrête 5 minutes pour manger, on remarche 55 minutes, etc. Tout est rythmé, on est arrivé, on monte le camp, on est fatigué, donc très peu de communication, des erreurs de navigation, et puis des erreurs finalement que nous, bébés de la traversée, on s'aperçoit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'aperçoit que oui, bon, ben, on navigue dans cette direction-là, mais c'est quand même bizarre. Là, on est toujours à naviguer plein soleil, alors que le soleil, ça fait quand même 4 heures, il a bougé. Donc voilà, on s'aperçoit que de notre faute aussi à nous, on n'interroge pas les plus expérimentés sur ces questions, on s'interroge nous-mêmes, mais bon, personne n'en parle vraiment. Et, voilà, il y a une espèce de malaise qui s'installe comme ça, une très faible communication. On voit bien que ça tourne pas rond. Et puis, il y a ce qu'on appelle le whiteout aussi, c'est-à-dire du brouillard, un brouillard tellement dense que tout est blanc autour de vous. Vous n'arrivez pas à marcher, vous tombez, vous perdez l'équilibre. Donc, des choses comme ça qui sont assez impressionnantes. Et puis, une énorme tempête. Alors, sur cet exemple, pour vous donner aussi un autre exemple, c'est que ben voilà, maintenant je m'occupe de croisières expéditions, donc c'est des petites unités, c'est des petits bateaux de 140 passagers, 150 membres d'équipage. Mais voilà, ben on a aussi les mêmes situations qui se passent avec un public qui est assez hétérogène et des exercices. Et par exemple, là, je souhaitais parler d'un feu à bord d'un navire. Donc le feu à bord d'un navire, c'est ce qu'il y a de pire. Et là, en plus, on sort de l'Antarctique, on est au large des Falklands en pleine nuit, feu dans la salle des machines, les passagers à gérer, des passagers multilingues, donc des Chinois, des Allemands, des Chinois qui parlent absolument aucun autre chose que chinois. Comment expliquer? Et là, je pense qu'on s'en est sorti magistralement. Cette opération a été saluée par les Search and Rescue anglais de la zone par une énorme communication dans cette situation de crise et par aussi l'idée, voilà, tu ne peux pas tout gérer. On ne peut pas tous, le commandant et moi, le chef d'expédition, on ne peut pas tout gérer sur zone. Et donc, on va avoir nos équipes et on va les rendre autonomes. Alors là, vous venez de vivre allez, une demi-heure d'une des conférences de Nicolas sur Manager d'incertitude. C'est une conférence qui dure à peu près 1h30 et qui est suivie ensuite d'ateliers avec les équipes, soit de collaborateurs ou de managers, et on choisit en fonction du management sur l'incertitude. On va prendre plusieurs thématiques pour traiter ce sujet-là ensuite avec les équipes. Je pense que les managers de nos entreprises doivent déjà donc prendre conscience que chaque collaborateur, chaque manager vit et voit la situation avec ses propres filtres, c'est-à-dire au regard de son expérience passée, de ses croyances et de son état donc émotionnel. Donc c'est un peu comme si chacun regardait la situation avec ses propres lunettes et surtout lorsqu'il est envahi par ses émotions, ses états internes qui vont faire en sorte qu'il n'arrive plus à voir la situation si par exemple il est en situation de peur. Alors, j'ai repris quelques mots qu'on retrouve à la suite des coachings que nous faisons avec nos équipes maintenant depuis 2 mois. Alors, on va tomber quelquefois sur des personnes qui, en situation d'incertitude, vont avoir une grosse fatigue émotionnelle qui est liée donc à l'hyper-éveil, parce qu'ils sont attentifs à tous les éléments de l'environnement. C'est notamment, par exemple, les équipes commerciales qui sont passées à distance et qui, en fait, ne sont pas encore habituées à la vente à distance. Et ils vont devoir faire des efforts, vont être très concentrés, ce qui va générer chez eux à la fois du stress, de la peur et d'hyper-éveil, parce qu'ils vont être attentifs à tous les comportements qu'ils vont avoir donc avec leurs clients. Et avant que ça devienne des réflexes, eh bien, ils vont être en super, pour certains, super fatigue.
Voilà. Et ce que je voulais donc vous dire, que lorsqu'on accompagne ces équipes en situation d'incertitude, le cerveau rationnel n'est pas toujours disponible pour nous-mêmes et nos collaborateurs, et qu'en tant que manager, le travail que nous avons à faire, c'est de créer les conditions favorables pour accompagner les équipes dans cette période d'incertitude. Et je voudrais me concentrer quelques minutes sur vous en tant que manager. Et pour accompagner ces équipes en ces situations, la première chose qui est à faire, si elle est capable de réaliser donc un premier travail intérieur. Et ce travail donc intérieur, il va consister déjà à s'intéresser à ses pensées et à son dialogue interne. Donc, ça veut dire d'être capable d'écouter ses pensées. Est-ce que mes pensées sont plutôt aidantes et donc, dans ces cas-là, ce sont de vraies ressources internes pour m'accompagner donc dans cette situation difficile, ou est-ce que mes pensées sont plutôt désagréables, dans quel cas donc sont limitantes pour moi. Donc, toutes ces questions que vous devez vous poser, hein, comme si vous étiez en auto-coaching. Et puis, se poser aussi des questions sur son dialogue interne. C'est-à-dire, est-ce que j'ai une voix plutôt agréable qui m'accompagne? Écoutez donc la musicalité de sa voix. Est-ce que ma voix est plutôt douce, agréable, ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt avec un ton grave? Et donc, être capable de réguler en fait sa voix interne en se parlant respectueusement, en adaptant donc une voix qui va être agréable pour vous. Donc, vous voyez, tout concourt à faire un maximum de s'intéresser à soi pour être capable de développer une dynamique personnelle positive. Donc, lorsqu'on s'est occupé de la partie qu'on appelle processus interne, hein, pour nous les coachs, qu'on a commencé à s'intéresser aux pensées, à les rendre plus agréables, à travailler sur son dialogue interne, eh bien, ça va permettre, quand on parle avec ses collaborateurs, d'avoir donc des pensées plus douces, plus positives, et on va pouvoir mieux accueillir ce qui se passe chez un collaborateur, bien sûr. Et puis ensuite, on va devoir donc s'intéresser donc à ses émotions pour être capable de baisser les tensions émotionnelles, parce que si vous êtes épris de peur, de colère, de fatigue, ça va devenir difficile pour vous d'accompagner vos équipes. Donc, comme je disais, donc le cerveau n'est plus rationnel, n'est plus disponible. À cause du stress, il se déconnecte, ainsi quelle que soit la situation de crise, la perception qu'on aura de situation est avant tout émotionnelle. Bah, le mot de la fin, non, il n'y a pas de fin, hein. D'ailleurs, je trouve que justement, pour moi, c'est ce que je disais tout au début, quoi, la, l'incertitude, c'est la vie. Et je pense que en nous déconnectant au fur et à mesure, ça, c'est ma partie expédition polaire qui parle, mais en nous déconnectant de cette vie sauvage qui a été notre berceau pendant des années, finalement, on a perdu cette notion que l'incertitude, elle est partout. Et on essaie à chaque fois de répondre, par exemple, quelque chose qui est très compliqué à faire comprendre dans les expéditions polaires, enfin, même en général, c'est que souvent les participants, tout le monde arrive avec le dernier truc technique qu'ils ont eu à tel endroit ou qu'ils ont développé eux-mêmes. Parfois, voilà, pour aller au pôle Nord, je vais utiliser tel instrument parce que les conditions changent, donc je vais développer telle chose. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'interrogations à se faire sur justement dans cette gestion de l'incertitude, et parfois quand on a des réponses comme ça qui sont tout le temps des réponses, répondre à la technologie par la technologie, je pense qu'il faut beaucoup s'interroger sur le changement des pratiques. C'est-à-dire que parfois, voilà, changer une pratique, ça répond à beaucoup plus de questions que de trouver une interface, quoi.